Salam alaikum, bonsoir monsieur. Alaykoum salam. Alors je vais vous demander tout simplement au début de vous présenter. Hanachi Slimane, commissaire au développement de l'agriculture dans les régions sahariennes. D'accord, je vais m'approcher juste un petit peu parce que vous parlez D'accord. doucement. Allez. Voilà, donc vous pouvez répéter s'il vous plaît. Donc, Hanachi Slimane, commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes. D'accord, Abrégé CDARS. très bien, Allah Ibarak. Alors moi je vous connaissais déjà de réputation parce qu'on m'a vanté un livre que vous avez écrit, donc qui parle des dates. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Vous l'avez écrit à quelle période en fait En 98, je suis un co-auteur. Co-auteur. C'est le résultat d'un travail d'équipe Mhm, qui a duré plus d'une décennie. mhm, Le travail a commencé à partir des oasis du sud-ouest mhm. par l'unité de recherche sur les zones arides au niveau de la fac centrale, à la recherche de variétés résistantes à la fusariose, à la maladie du baillot. Le Et par titre, la suite, le titre de ce livre c'était... c'est l'inventaire variétal de la palmeraie algérienne. D'accord. Alors je vous laisse continuer justement parler de ce livre parce que c'est très intéressant. Donc, par la suite, ils se sont rendus compte qu'il y a une diversité importante. Mhm. Et l'équipe de recherche a instauré un axe de recherche sur les ressources génétiques du palmier d'Afrique. Ils ont balayé avec la collaboration des institutions en place, l'INRA, chaque fois quand ils se déplacent dans les régions sahariennes, ils impliquent avec eux les locaux, les agriculteurs, les connaisseurs. Et le travail le plus important, c'est les détenteurs de savoir. Bien sûr. Parce qu'on ne connaît pas les variétés dès le départ. Nous étions des étudiants au niveau de l'ITAS, l'Institut technique et technologique de l'agriculture saharienne, à l'époque. Mhm. Il a été phagocyté par l'université de Ouargla. Actuellement, c'est un département d'agronomie. Et on a travaillé sur l'oasis de Ouargla, la cuvette de Ouargla. Et par la suite, on a été recruté au niveau du commissariat. D'accord. Jeunes ingénieurs qui connaissent un petit peu la problématique pour balayer toute la palmeraie algérienne. Toute la palmeraie algérienne. Hein. Donc on est revenu sur toute la palmeraie pour continuer le travail d'inventaire dans les palmeraies non inventoriées. Et par la suite, on est revenu sur les autres régions pour faire des échantillons. Ça représente quoi alors en superficie, toute la palmeraie algérienne? C'est 170 000 hectares, presque 170 000 hectares. Et ça vous a pris 10 ans à peu près pour en faire le tour? À l'époque, c'était pas 170, c'était presque 90 000 hectares. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort en fait de justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce patrimoine? Qu'est-ce que je peux dire, patrimoine génétique? Comment vous le... C'est une diversité variétale, parce que parler de génétique, c'est un petit peu... Voilà, je sais que vous êtes très pointu sur les termes et je respecte vraiment cette qualité chez vous. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti de vos études en fait? Un milieu de cultivars. Et j'utilise le terme cultivar pour ne pas dire variété. Très bien. Ce milieu, on était très pointu sur les questions d'homonymie et de synonymie. Il y a des variétés qui ont des appellations locales en langue berbère ou en amazigh ou en arabe. Et c'est la même variété. Parfois c'est des homonymes. C'est des variétés différentes, mais qui ont eu le même nom. Par exemple, Baïd Ahmam. À Tarit, on a trouvé Baïd Ahmam. Et à Ouargla, ou ailleurs vers l'est, dans les Aurès, au niveau des piémonts des Aurès, on a trouvé Baïd Ahmam, mais c'est trois variétés différentes. C'est trois variétés différentes, mais elles ont le même nom, d'accord. Par hasard, le sélectionneur, le premier sélectionneur, le paysan qui a sélectionné, il a donné la forme de l'œuf du pigeon. D'accord, Baïd al-Hamam, Voilà. tout simplement. Donc vous dites un millier à peu près de... 900, ce qui est dans le document, c'est 941 cultivars. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui, si 4... Ah oui, excuse-moi. Il y a aussi par la suite, nous on a considéré que même si on se trompe à 5%.
D'accord. Parce que l'échantillonnage était un petit peu... d'une part l'échantillonnage et d'autre part la méthodologie, parce que ça dépend quelles sont les personnes ressources qu'on rencontre. Bien sûr. Et quel est le temps nous a permis de rencontrer X et ne pas rencontrer Y, qui est mieux placé que l'autre. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si on refaisait cette étude avec, je veux dire, ce recul, est-ce que vous pensez qu'on en serait toujours au même nombre en fait de cultivars, c'est ça le terme que je dois... Certainement non. Certainement non. Certainement non. Il y a eu beaucoup de... Je sais très bien que la palmeraie traditionnelle qui emmagasine la diversité. D'ailleurs, à l'époque, déjà, on a tiré la sonnette d'alarme parce que... Très bien. Parce que déjà, on a parlé de 90% de ces variétés sont rares et vieilles. D'accord, elles étaient déjà prédestinées à disparaître. D'accord. Et par la suite aussi, il y a les événements des années 90, il y a un exode, par exemple, vers les villes. Vers les villes. Et donc il y a eu l'abandon des oasis. Une expansion considérable de l'urbanisation qui a été au détriment de la palmeraie, surtout Ouargla, Biskra, Béchar. On n'en parle plus de... Vous voulez me dire que vous pensez qu'il y a aujourd'hui peut-être 90% qui a disparu? Non, quand même pas. Non, quand même, non. Comme ça, bon, je sais que vous êtes un scientifique, vous aimez bien parler précis, oui. Mais votre intuition, c'est laquelle? L'intuition, on va perdre 200 facilement. D'accord, c'est-à-dire qu'on est plutôt, aujourd'hui, on tourne plutôt autour des 700, 800. Oui. Si mon intuition est correcte. Mais donc, ça veut dire que ce serait très intéressant de reprendre cette étude aujourd'hui. C'est obligatoire parce que déjà, il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas refait ce travail, à votre avis? C'est beaucoup plus l'intérêt. D'ailleurs, c'est les préoccupations des organismes, que ce soit public, administration pure ou la recherche. D'accord. De l'autre côté, et les moyens. Il est moins évident, il est moins... Les moyens, c'est-à-dire beaucoup plus. Quand on parle de la recherche, c'est les moyens. C'est les moyens. Quand on parle des services publics, l'administration, c'est les priorités. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est... D'ailleurs, moi-même, j'ai discuté avec certains exportateurs et agriculteurs de père en fils, d'origine, où ils exportent des dates depuis la période coloniale. C'est des anciens exportateurs. Et écoutez, monsieur, mon fils, tu rêves. Là, je parle de la diversité de certaines variétés qui sont peut-être mieux que la Deglet Nord, etc. pour valoriser le... Bien sûr. C'est un rêve pour eux. Justement, cette monoculture au sens large du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de dates, d'ailleurs, moi, des fois, je me trompais dans ces régions, je parlais de Degla, on me dit non, Thomas, Degla. J'avais l'impression que Degla, c'était le terme pour les dates génériques, alors que pas du tout. Comment vous expliquez, vous, le fait qu'on ait tout axé sur Deglet Nord? Deglet Nord, c'était une sélection coloniale. Voilà. Parce que les paysans algériens à l'époque, c'était une subsistance. Et on se basait sur l'Aoula. L'Aoula, toutes les variétés confondues avaient pratiquement la même valeur. Si ce n'est pas quelques variétés qui s'y prêtent beaucoup mieux à la conservation. Bien sûr. Par exemple, le Gars, qui s'y prêtent pour les pâtes, pour les dates sèches facilement malléables, transportables, vers les débouchés. Par exemple, celles qui partent vers le sud, les pays voisins en Afrique, Mali, Niger, c'est beaucoup plus les dates sèches qui voilà, celles qui se conservent très longtemps. Mais celles qui sont molles, soit vers les dates, les pâtes de date, soit la transformation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment, vous voulez dire, avec la colonisation? La colonisation, la Deglet Nord était sélectionnée déjà au niveau de l'Ouadrir. Il y a beaucoup d'écrits sur la question de la Deglet Nord, mais à ma connaissance, les gens qui
qui ont fouiné un petit peu, ils parlent d'une première sélection au niveau de Sidi Rachid. Sidi Rachid, c'est à côté de Tougour. Entre Tougour et Très bien. C'est le Ouedrir. Et c'était là l'origine de la Dega. Et à partir du moment où la colonisation a créé cette demande exclusive, ils ont établi tout un programme clair, net, pour des objectifs très clairs, exportation vers la métropole. Et c'est ça. et à partir de ce moment-là, À partir de ce moment-là, le fort, le plus fort, il est toujours on copie sur le fort. bien sûr, ouais. Donc même les Algériens ont copié sur les exploitations coloniales, alignées. Vous voulez me dire qu'il faut la monoculture. la monoculture. Vous voulez me dire là Et quelque ils ont oublié les bonnes les bonnes pratiques. Vous voulez me dire que quelque part, il faut décoloniser en fait la culture de la date. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Si Effectivement. ça devait être le titre de notre interview, ça serait ça. Effectivement ça. D'accord. Alors, une autre chose aussi que vraiment que j'ai apprécié tout à l'heure, vous avez fait une intervention et pour moi qui est vraiment fondamentale. Vraiment, c'est une des choses que j'ai vraiment le plus retenu de ces ateliers. Vous avez parlé de l'évolution du rôle de l'Oasis, en fait. Et vous nous avez fait prendre conscience, justement, que la fonction de l'Oasis d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier. Si vous pouvez justement nous parler de ça et nous en faire une petite rétrospective. Il y a beaucoup d'écrits sur cette évolution. Il y a des écrivains des géographes qui ont écrit sur l'historique de l'existence des oasis. D'abord, c'est l'accessibilité facile à l'eau. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui pour l'exorde de l'eau. Donc, c'est l'accessibilité facile qui a localisé ces palmets. Le deuxième facteur, c'est les axes Caravaniers, transsahariens et caravaniers. Et ça, le rôle primordial, comme m'a dit M. Cotte, les fondements de l'Oasis n'étaient pas agricoles. Ils étaient autres qu'agricoles. Donc c'était les relais pour les caravaniers et pour les populations elles-mêmes qui se sont installées par la suite. d'accord. Suite au conflit qui Quand c'était un refuge. à l'époque. Très bien. Et puis après, Par la suite, c'est le repli avec, c'est à pousser les gens à s'adapter à une subsistance. à développer une agriculture vivrière. Vivrière, il y a un peu de tout, la culture en 3 étages, un petit élevage. Et par la suite aussi, il y a eu un autre rôle, c'est la colonisation. Qui l'a On a amené. donné un autre rôle à l'Oasis, c'est de produire pour un marché. D'accord. Voilà. Un deuxième facteur aussi, c'est l'activité nomade tout autour. La caravane s'est arrêtée à un moment donné. Je comprends. Ouais. Mais les nomades ont toujours existé. Ont toujours existé. Donc, le brassage entre nomadisme et citadin, c'est au niveau des oasis, c'est les Qsoriens. Les Qsoriens, Voilà. d'accord. Donc, ça a toujours été l'échange entre les... Vous voulez dire qu'il y a une interaction vraiment, enfin une relation intime entre le Qsar et l'Oasis? D'ailleurs, si on parle d'oasis, si c'est la définition connue comme une tache verte dans un désert, pour l'oasis, ce n'est pas ça. D'accord. C'est la vie humaine autour. Elle a créé un environnement pour une vie humaine tout autour, Très bien. dans ce milieu hostile. D'accord. Ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est un espace artificiel en fait qui a Artificiel, mais qui a répondu aux exigences de la région, du désert. D'accord. Et c'est l'un des déserts du monde où il y a du vivant. Est-ce que vous pensez justement, si on devait situer ce patrimoine à l'échelle mondiale maintenant? Je ne sais pas si vous avez une connaissance là-dessus. Bien sûr. Pardon, avant Bien sûr, ouais, bien sûr. d'aborder la question,
Maintenant, le débat c'est entre ancien, traditionnel et nouveau, ou moderne, etc. D'accord. Maintenant, on veut demander à l'Oasis de jouer un rôle qui lui est pas, auquel elle ne s'y prête pas. Elle ne s'y prête pas, elle n'a pas été conçue pour ça. Donc, c'est ça où le problème est posé. Parce qu'en fait, le début du déclin, excusez-moi, de l'Oasis, quelque part, c'est avec la colonisation ou avant? Non, c'est pas la colonisation. Elle a créé de nouvelles exploitations bien arrangées, bien structurées, basées sur des techniques d'irrigation importantes, l'avènement de la technique de forage, des forts débits. Les forts débits au niveau d'un choix qui n'est pas le bon choix pour ces techniques. Parce qu'on a parlé de facilité d'exode de l'eau, accessibilité facile à l'eau. L'accessibilité facile à l'eau, c'est qu'au bord des falaises, à côté des sebkha, à chaque fois l'exutoire c'est la sebkha, c'est les dépressions. Quand il y a eu l'avènement du forage, c'est les forts débits et l'assiette ne s'y prête pas. C'est pour ça que je vous dis c'est peut-être le début du déclin écologique quand même c'est le terme. La colonisation est peut-être quand même parce que en technicisant quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'intuition et d'une relation, on va dire, vraiment directe, intime avec la nature, j'ai l'impression que c'est le début, en tout cas, peut-être pas du déclin social, mais par contre du déclin écologique. Après, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. D'accord. On ne va pas l'incriminer. Je comprends. Ouais, parce que c'était des exploitations bien étudiées, bien structurées, et les réseaux de drainage confectionnés, tout un canal qui a été réalisé rien que pour drainer les eaux excédentaires et pallier au phénomène de salinité et d'hydromorphie. Mais pour les autres régions, on devait penser à leur sauvegarde et leur attribuer un rôle qui est adapté à leur niveau de potentialité. On ne va pas leur demander l'impossible. Plus qu'elles ne peuvent, voilà. Et si on veut faire de la phéniciculture, carrément, c'est pas l'oasis, c'est phéniciculture. J'ai compris. On va faire des nouvelles terres, des nouvelles parcelles phénicicoles qui s'y prêtent, qui sont aménagées dans l'esprit pour qui répondent à cette nouvelle technique et à ces forts débits, à ces deux nouvelles techniques d'irrigation. Mais ce ne sont pas des oasis au sens, on va dire, de ce qu'elle est vraiment, de son âme. Même si par la suite ils vont créer un microclimat, ils vont jouer le même rôle écologique de l'oasis, mais le rôle social, ils ne peuvent jamais le... Voilà, ça veut dire que pour vous, une oasis, si on devait un petit peu hiérarchiser l'importance de ces rôles, c'est d'abord un rôle social, après un rôle environnemental, écologique et économique. Et économique en tout dernier. Voilà. C'est un pôle culturel aussi, j'ai l'impression. Moi, je l'ai appelé centre de vie et d'activité. Très bien, j'aime bien. C'est un centre de vie et d'activité. En principe, c'est ça son rôle. Mais on ne va pas lui demander de s'adapter à l'économie de marché. D'accord. Vous maîtrisez bien votre sujet. Alors moi, à la rigueur, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur le sujet? Parce que je pense que mes questions, elles iront pas aussi loin que vos réponses. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut oublier cette, comment on l'a appelé ce matin, cette dualité entre l'ancien et le traditionnel. D'accord. Chacune a son rôle et a ses missions. L'ancienne oasis, elle peut être valorisée à travers différentes activités, l'artisanat, les produits sous-jacents à l'intérieur de l'oasis, l'écotourisme. La compensation aussi écologique, climatique, parce qu'on pourrait très bien imaginer que par exemple... Elle n'a pas de prix.
on pourrait très bien imaginer que les gens qui exploitent le palmier de façon, on va dire, intensive, pourraient en contrepartie investir une partie des bénéfices pour continuer à entretenir ces oasis qui, elles, doivent avoir un rôle plutôt écologique et pas un peu comme on fait vous savez, la compensation carbone. C'est-à-dire que les entreprises polluantes, en contrepartie de leur activité polluante, elles vont planter des arbres. On pourrait peut-être faire ça. Même si les pouvoirs publics vont se pencher sur cette initiative, il doit y avoir en face une organisation sociale. J'ai compris. Très efficace. Il faut un interlocuteur, qui soit capable de faire appliquer ça. Capable de prendre en charge tout ce qui a été entrepris par les pouvoirs publics. Je comprends. Parce que c'est facile de faire un programme de réhabilitation sur l'ensemble. Et ça a été fait à plusieurs reprises par les pouvoirs publics. Il y a eu des programmes qui ont été entamés, les grands travaux par exemple. Et on est allé même à l'élagage, au nettoyage des palmiers. D'accord, de palmiers qui étaient privés, de l'exploitation privée. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'on est entré dans l'exploitation des gens. Et ça a donné des résultats mitigés. De très bons résultats. Ah, d'accord. Mais la continuité faisait défaut. Est-ce que vous pensez, tout à l'heure, il y a une des personnes que j'ai interviewées qui m'a dit que, en fait, ces oasis, si on continuait dans ce chemin, peut-être que dans 60 ans, une grande partie s'éteindront, en fait. Est-ce que vous partagez on va dire, cette triste prophétie? Moi, je suis toujours optimiste. D'accord. Je pense que on trouvera toujours des solutions. Des solutions. Mais la question de la diversité, l'aspect techniciste, le savoir-faire, si on ne prend pas au sérieux la question de la transmission de ces savoirs aux générations futures, on risque de perdre beaucoup de... Et donc ça risque de passer par une mise en valeur de toutes ces espèces qu'on ne connaît pas, en fait, parce que... Au moins les faire connaître. Voilà, les faire connaître. Comment il faudrait procéder selon vous? Il y a plusieurs procédés. Il y a la sensibilisation, parce qu'on a une société qui est facile à... Une fois ils comprennent l'importance de la chose, ils vont marcher. Ils vont marcher, d'accord. Il y a eu l'expérience de l'IPGRI, un projet avec l'IPGRI, projet PNUD au niveau de Gardea, en 2005, au niveau de la palmerie de Gardea. Et finalement, même la question de la sélection paysanne, qu'on a pensé que c'était abandonné par les agriculteurs. Quand ils ont su qu'il y a un intérêt dans la conservation de ces variétés, et tout, les gens se sont facilement adhérés. Ils ont facilement adhéré à ce programme, à cette initiative. Et on a assisté à la création de nouvelles variétés. Parce que il suffit ce n'est pas la création, mais c'est la sélection. La sélection. Et il suffit qu'un noyau, qu'une graine germe, elle va donner un produit qui est sélectionné par l'agriculteur. Il va donner des bonnes dates pour lui. C'est des bonnes dates. Allez, il va lui attribuer un nom, une appellation, et ça devient un nouveau cultivar. Ça veut dire qu'on a même possibilité de restaurer, en fait, et de créer de nouvelles espèces. Restaurer de nouveaux cultivars. De nouveaux cultivars. Voilà, c'est-à-dire redynamiser l'activité de sélection paysanne. D'accord. Et si on arrive à redynamiser cette activité, ça y est, on n'aura pas de problème. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des variétés
qui vont disparaître, mais il y aura beaucoup qui vont naître. Qui vont naître. Une dernière question, déjà ça va, on a fait un bon entretien. Alors je vais vous parler, moi, en fait tout à l'heure quand j'ai vu, il parlait du vinaigre de date, j'ai entendu le mot éthanol et ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue il y a très longtemps. J'avais en fait interrogé l'ambassadeur du Brésil, vous allez voir où je veux en venir, à propos de la canne à sucre et surtout de l'éthanol, le bioessence en fait, le biocarburant. Et il m'avait expliqué, son argument il était assez intéressant. Il disait qu'en Europe, ça allait être très difficile de développer ces biocarburants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la surface agricole suffisante. C'est-à-dire que ça pourrait être contre-productif dans le sens où pour produire on va dire une quantité suffisamment de ce biocarburant, il fallait empiéter sur les terres agricoles et ça ne suffit pas. Par contre, il disait, nous, au Brésil, on a la canne à sucre. Depuis le XVIe siècle, on la cultive, on a déjà les surfaces suffisantes et c'est pour ça qu'on arrive à fournir, au Brésil, vous savez, une grande partie des Brésiliens roulent à cette essence. Et en rigolant, je lui ai dit, vous savez, en fait, l'Algérie, c'est le Brésil de l'Afrique, si on compare. Vous avez l'Amazonie, nous, on a le désert. Et il m'avait dit, oui, oui. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais dans ce cas-là, vous ne pensez pas qu'on pourrait faire de l'essence avec la date? Et il m'avait dit, vous savez, monsieur, vous ne croyez pas si bien dire. Et la question que j'aimerais vous poser, puisqu'on peut faire de l'éthanol avec la date, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une possibilité aussi d'exploiter et peut-être une opportunité pour relancer aussi alors là, on va être un petit peu en contradiction avec ce qu'on a dit sur la fonction de la date, la fonction de l'oasis, excusez-moi, mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas valoriser aussi la date pour faire de l'essence, un biocarburant? Là, je vais parler en tant que développeur. Parce que voilà. Je ne suis pas technologue. D'accord. Mais je vais vous dire que les réserves en eau en Algérie, oui. On aura, surtout au niveau du sud, on aura à peine pas plus de 600 à 700 000 hectares d'irrigués. D'accord. Donc, et tout le nord, c'est la pluviométrie. D'accord. On est à la merci de la pluviométrie. Des aléas, ouais, Notre régime alimentaire, c'est les pâtes. On doit avoir des céréales. On importe plus qu'il en faut. Même si les années, les meilleures années... Les meilleures années, on importe toujours. On importe toujours. Donc, pour assurer la sécurité alimentaire, ou l'autosuffisance... Ou la souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est très difficile. D'accord. Donc la priorité, elle est faite, elle est donnée à la céréaculture stratégique. Ça ne veut pas dire que la date n'est pas stratégique. On ne va pas sacrifier la date pour le carburant. Même si elle fournit du carburant. Même si elle fournit du carburant, parce que le palmier, c'est le grand consommateur d'eau. Ah d'accord, c'est un grand consommateur. C'est vrai que ça serait contre-productif. Donc c'est contre-productif. D'accord. Et même pour les sous-produits, l'éthanol, les vinaigres, ils ne sont pas compétitifs au niveau du marché. D'accord. Ce n'est pas un luxe parce que on peut extraire de la date de l'éthanol, de l'alcool chirurgical. Mais alors pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on espère utiliser... S'il n'y a pas un avantage comparatif, et si ce n'est pas compétitif au niveau du marché international, ça vaut pas le coup. D'accord. Mais alors pourquoi, du coup, aujourd'hui, on est prêt à consommer de grandes quantités d'eau pour faire de l'énergie? Je vais un petit peu me faire l'avocat du diable, puisque vous me dites qu'en fait, on n'a pas assez d'eau et qu'on doit prioriser donc la souveraineté alimentaire sur justement l'autonomie énergétique. Mais la question que j'aimerais vous poser donc aussi, c'est est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il va falloir, pour pouvoir durer plus longtemps, revoir le régime alimentaire en Algérie? Est-ce que ça c'est évident. C'est évident. Quel régime alimentaire il nous faudrait justement, à votre avis, pour qu'on puisse justement avoir revenir à un régime équilibré. D'accord. Qui était lequel pour vous? Celui du Maghreb.
Qui est Même le couscous, on ne mange pas comme aujourd'hui, du pain à base de farine blanche. Ok. C'était le blé, c'était... C'était le blé, même c'était des fois les glands. Hein, mais c'est les légumes qui sont utilisés. D'accord, ça veut dire... Vraiment, il faudrait revenir à un régime alimentaire ancestral. Ancestral, équilibré. Il y a de végétarien, il y a un peu de pâtes, il y a un peu de viande. D'accord. Et il y a du lait. Et il y a du lait. Le lait, c'était... Bon, le lait, j'ai pas l'impression que le lait, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos traditions ancestrales, le lait, si. Si, quand même. Si. Mais c'était plutôt lait de chèvre que lait de vache. C'est les chèvres ou bien c'est le cas, les chamelles. D'accord. Parce que même dans le nord, en Kabylie, par exemple, il y avait beaucoup plus de chèvres que de bovins. D'accord. Bovins et chèvres. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Pour toute l'Algérie, la question du lait, elle peut être réglée. Elle peut être réglée? Ah, ouais. Bon, bah c'est un autre débat. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. J'ai appris beaucoup de choses en votre compagnie. Merci moi également. Et puis, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah, merci.